Bonjour, bienvenue pour cette conférence digitale. La forêt française peut-elle continuer à jouer son rôle de puits de carbone? C'est le thème qu'on a choisi pour cette journée du 8 décembre. Le 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. Les forêts sont aujourd'hui au centre des préoccupations écologiques planétaires. D'une part, elles sont invoquées comme des solutions au réchauffement climatique grâce à leur capacité à séquestrer du carbone. D'autre part, leur exposition accrue au stress engendré par l'évolution climatique en cours soulève des interrogations. Vous avez sans doute entendu parler de photosynthèse, cette activité de l'arbre qui va chercher du CO2 dans l'atmosphère et le fixe dans le bois. Ainsi, vous l'avez compris, les forêts sont des pompes à carbone. C'est le maintien de cette activité de photosynthèse qui inquiète, qui est au centre des préoccupations. Comment la maintenir malgré les crises et le changement climatique qui affecte les peuplements? Face à ces questions, avec nous pour en parler deux orateurs. Je vous présente Olivier Picard, directeur de la délégation du Centre national de la propriété forestière en Occitanie et du C+FOR, service d'utilité forestière lié au projet carbone forestier du CNPF, et Albert Maillet, directeur forêt et risques naturels à l'Office national des forêts. Comment va se dérouler cette conférence ? Nos orateurs vont intervenir dans une durée d'à peu près 30 minutes et il y aura une deuxième séquence de questions-réponses pour 30 minutes également. Sur les aspects les plus pratiques, sachez que tout est enregistré et sera en ligne sur nos sites respectifs, ONF et CNPF, dès la semaine prochaine. Voilà, coupez bien vos micros et vous utilisez le chat pour poser vos questions. Alors, pourquoi a-t-on choisi ce thème pour ce webinaire ? Eh bien, bonjour d'abord à tous. Donc, pourquoi ce sujet ? Vous l'avez rappelé, la forêt, elle est au centre aujourd'hui des débats de société, souvent. Aujourd'hui aussi, au niveau international, la COP28 va rappeler la nécessité de réduire nos émissions au carbone, et la forêt va à la fois, sans doute, être aussi appelée comme un moyen de réduire et d'absorber cette contribution, finalement, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau français, aujourd'hui, on sait que la forêt et le sol forestier contribuent à peu près à séquestrer 10% des émissions nationales. Donc c'est vraiment un moteur qui est identifié comme étant une partie de la solution de la stratégie bas carbone de la France. Et puis aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a beaucoup de politiques publiques, que ce soit la planification écologique, que ce soit le milliard d'arbres qui avait été rappelé par le président de la République, comme quoi la forêt, l'arbre, il est vraiment au centre aujourd'hui de cette question. Et en fait, pourquoi ce thème ? C'est parce que, effectivement, comme vous l'avez dit déjà, c'est que il y a un certain nombre d'alertes qui nous ont été rappelées sur le fait que, effectivement, les aléas climatiques font que cette pompe à carbone, de temps en temps, certaines années, peuvent être mis en défaut. Voilà, donc c'est pour nous le rôle du forestier, c'est de voir quelles solutions on peut apporter pour essayer de limiter ces effets négatifs. Merci. Albert Maillet, quand on dit puits de carbone, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, comme ça a été indiqué dans la diapositive précédente, la forêt est un réservoir très important de carbone. Ce réservoir, il est d'ailleurs constitué, comme le montre la diapositive actuelle, de deux compartiments. Un compartiment qui correspond au peuplement forestier, aux végétaux, à la partie aérienne au-dessus du sol, et puis un compartiment qui est le sol lui-même, sachant que, en gros, la répartition du carbone dans ces deux compartiments est à peu près équilibrée, c'est de l'ordre de 50% de chaque côté. En fait, c'est plus dans le sol, mais pour simplifier, on va dire que c'est moitié-moitié. Donc la forêt est donc un réservoir. Ce réservoir, comme tout réservoir, il est d'une part alimenté
par des entrées de carbone nouvelles. C'est la séquestration de carbone par la photosynthèse qui a été évoquée en introduction, mais il connaît aussi des pertes, des émissions de carbone dans le même temps, pour des motifs divers sur lesquels on reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, il y a un bilan qui s'établit entre ces apports de carbone dans le réservoir et ces fuites, si je puis dire, ou ces émissions de carbone depuis le réservoir. Lorsque ce bilan est positif, c'est-à-dire lorsque les entrées sont supérieures aux sorties, on dit qu'on a un puits de carbone. Donc, le mot puits de carbone signifie en fait qu'on a un bilan positif entre entrée et sortie en termes de stockage de carbone. Il peut arriver dans un certain nombre de cas que ce bilan soit négatif, c'est-à-dire que les entrées deviennent inférieures aux sorties, et à ce moment-là, on parle de source de carbone, mais heureusement pour nous, de manière très générale, la forêt reste bien un puits de carbone, donc avec un mécanisme de bilan positif. Et du coup, cette fonction de puits de carbone, elle conduit au stockage du carbone. Et lorsqu'on a préparé cette émission, vous nous avez alerté sur la différence et souvent la confusion qui existe sur les aspects flux et stock. Tout à fait. Quand on parle de carbone, il faut bien distinguer effectivement le stock qui est en place et qui est le résultat des bilans dont je viens de parler sur plusieurs décennies. Ça donne un résultat final qui est le stock, ce qui est stocké. Et puis, le flux, par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ce sont ces fameuses entrées et sorties annuelles par rapport à ce stock de référence de base. Et donc là, vous avez une carte qui montre, c'est une carte qui a été établie par l'IGN et qui montre les stocks. Donc là, on parle bien de stock, pas de flux. Les stocks de carbone à l'hectare par région. Donc on voit réapparaître, je dirais, de manière tout à fait normale, les grandes régions forestières qui ont un stockage, un niveau de stock plus exactement, plus élevé que les régions qui sont forestièrement moins productives, donc moitié sud de la France pour simplifier. Merci. Le stock de carbone est sans surprise lié à l'état de santé de nos forêts. Oui, tout à fait. Donc déjà, effectivement, l'état des forêts, aujourd'hui, on peut rappeler peut-être quelques chiffres importants. Aujourd'hui, c'est 17 millions d'hectares de forêt, c'est plus d'un tiers du territoire. Et là où l'IGN, enfin l'inventaire forestier national nous a alerté, c'est que sur cette surface-là, on constate un certain nombre d'événements qui s'accélèrent. Et sur les 10 dernières années, par exemple, on a vu le taux de mortalité qui a beaucoup augmenté du fait des événements qu'on a connus, comme les attaques de scolytes dans l'est de la France, que ce soit les grands incendies de 2022, et puis un certain nombre de problèmes aussi dus à la série des sécheresses qu'il y a eu depuis un certain temps, qui font que ça ralentit effectivement la photosynthèse, parce que les arbres sont dits dépérissants. Quand on dit qu'une forêt est dépérissante, c'est une donnée que le département santé des forêts nous apporte, qui est un service qui observe justement l'état de santé des forêts. Et donc c'est dès lors que 20% d'arbres sur une surface ont une perte de 50% du houppier, on considère que ces arbres-là ont des soucis de santé. Et du coup, comme le rappelait Albert, on voit que ces flux, ils sont à la fois drivés par la mortalité, par la baisse, l'accroissement, mais aussi on voit donc la baisse, la diminution par 2 du puits, donc c'est-à-dire de la capacité d'absorption du carbone chaque année. Et puis sur l'état de santé, on voit aussi qu'il y a quelques essences qui sont particulièrement atteintes, comme l'épicéa, le sapin, le châtaignier et le frêne, qui sont vraiment les essences emblématiques qui aujourd'hui sont attaquées soit par une maladie, un champignon, soit par des insectes qui se développent
souvent de manière plus rapide à cause justement du climat qui est beaucoup plus doux et favorable à ces petites bêtes. Donc, comme le montre cette diapositive, hausse des températures, sécheresse, vous avez parlé des scolites ou attaques d'insectes, et du coup, une quantité de carbone absorbée annuellement par les forêts qui a diminué de 50% ces dernières années. Quoi d'autre, Albert Maillet, comme facteur d'aggravation ou de fragilisation de cette fonction de puits de carbone? Alors, la fonction de séquestration de carbone, elle va être mise en difficulté, soit parce que, et c'est les exemples qu'on a vus juste avant, l'activité photosynthétique qui est à la base de la séquestration, cette activité va être impactée soit par des changements climatiques, soit par des attaques sanitaires. Donc la photosynthèse fonctionnant moins bien, la séquestration, naturellement, j'allais dire, fait de même, fonctionne moins bien. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais le deuxième sujet, c'est qu'en plus de ça, on peut avoir des problématiques liées, elles aussi, au changement climatique, d'augmentation d'un certain nombre de risques, comme le risque d'incendie de forêt. Et le risque d'incendie de forêt, il a pour effet, lorsqu'on a des grands incendies, ou même des petits, mais c'est quand les incendies sont de forte taille que l'impact est fort, il a pour effet, par la combustion, de relarguer de manière extrêmement brutale des très grosses quantités de carbone dans l'atmosphère. C'est-à-dire que tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Oui, ben oui, puisque l'incendie détruit d'un seul coup, je dirais tout. Alors là, pour le coup, tout le stock qui avait été accumulé pendant des années. Et je rappelle que lors des très grands incendies qui ont eu lieu au Canada cette année, des estimations par des experts mondiaux ont conduit au constat que les émissions de carbone liées aux incendies gigantesques du Canada correspondaient en gros aux émissions carbone de ce qui aurait été le 5e pays dans le monde en termes d'émissions. Donc on voit bien que non seulement ces émissions sont brutales, mais que quand on a des très grands phénomènes d'incendie, elles sont tout à fait massives. Alors c'est vrai au niveau des forêts elles-mêmes, des arbres, puisqu'ils sont détruits, mais c'est vrai aussi au niveau du sol. On disait tout à l'heure que le sol contient en gros la moitié du stock de carbone. Eh bien, lorsque ce sol est mis à nu après ces incendies, il y a aussi des relargages de CO2 au niveau du sol. Donc ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, mais qui est de nature complètement différente, qui peut peser sur le bon fonctionnement de l'écosystème, c'est tout simplement que le renouvellement forestier, c'est-à-dire le remplacement des générations d'arbres adultes par des jeunes générations qui vont pousser et qui, en poussant, vont stocker du carbone, que ce renouvellement forestier soit gêné par des facteurs. Et notamment, il y en a un auquel on prête beaucoup d'attention, nous forestiers, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre sylvocynégétique, c'est-à-dire en clair, il y a trop de grands animaux herbivores par rapport à ce que peut supporter le milieu forestier, suite à l'augmentation très forte des populations de ces grands animaux dans les dernières décennies. Et il y a des animaux, c'est des animaux des forêts évidemment, des animaux plus en particulier Alors les principaux herbivores, enfin les principaux animaux concernés sont les cervidés, hein, les cerfs, les chevreuils. Il y a également le sanglier. Ce sont les trois espèces gibier. Alors je dis gibier parce que on peut réguler ces populations, et c'est heureux d'ailleurs. On peut réguler le niveau de ces populations grâce à l'activité synégétique, grâce à la chasse. Il ne s'agit pas du tout de les éradiquer, hein, pas du tout. Ces animaux font bien partie de l'écosystème forestier. Il s'agit simplement de les maintenir dans un niveau qui soit compatible avec le renouvellement forestier, le maintien du couvert forestier. Merci. On a dressé ce premier panorama. Et maintenant, que fait-on pour que cet écosystème forestier soit le plus résilient possible? Alors sur cette question-là, il y a un débat qu'on entend aujourd'hui aussi de part et d'autre dans la presse, etc., qui fait que il y a deux attitudes qui peuvent se confronter. C'est-à-dire la première qui se dit mais il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur le climat.
sur, vous voyez, les attaques d'insectes, les maladies, le gibier, etc. Donc le mieux, c'est de ne rien faire parce que on ne sait pas ce qui arrivera demain et laissons la forêt tranquille. Est-ce que c'est la bonne solution? Face à ces questions-là, on s'aperçoit que moi, je dirais qu'en tant que forestier, ce n'est pas la bonne solution parce qu'on sait que si on a des stocks de bois trop importants en forêt, c'est aussi des stocks qui sont vulnérables face aux incendies notamment, vulnérables parce que ça peut aussi avoir des insectes et de toutes maladies qui peuvent attaquer ces forêts. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout avoir une question de surveillance, de diagnostic aussi de ces forêts pour voir si vraiment il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont très forts. Donc aujourd'hui, je dirais que le rôle du forestier, c'est vraiment un rôle de médecin finalement hein, vis-à-vis de cette forêt, et qu'il soit là, voilà, avec cette obsession que l'arbre soit à sa place. Et donc on développe toutes sortes d'outils aujourd'hui pour justement diagnostiquer déjà l'état de santé des arbres, comme je disais tout à l'heure, mais aussi se projeter dans le futur. Et donc, c'est des travaux qui sont faits notamment avec la recherche et les forêts publiques et privées, notamment de pouvoir se dire j'essaye de modéliser le climat et de voir comment les espèces peuvent se comporter avec ce climat qui évolue. Et voilà. Donc, c'est vraiment cette question d'arriver à adapter la forêt. Donc on est vraiment sur ces questions aussi d'avoir des forêts qui sont souples en termes de gestion, c'est-à-dire ne pas être dans des impasses sylvicoles avec des peuplements trop serrés ou au contraire mettre les forêts trop claires parce qu'elles vont subir des écarts de température très forts qui vont mettre en danger aussi la question des semis, des petits plants qui vont être très fragiles. Et puis, il y a vraiment une question qui est au centre aussi du débat sur le carbone, c'est la question du respect des sols forestiers. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu et qui est fondamental. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on a l'impression que le sol, c'est un support sur lequel on plante les arbres, et puis tout vient du haut, l'eau, les précipitations, etc. Or, les sols, c'est vraiment un lieu de vie sur lequel l'arbre vient aussi se nourrir. Et d'ailleurs, la quantité de carbone dans les sols, ça permet d'avoir plus d'eau dans les sols, ça permet d'avoir plus de vie, ça permet de mobiliser aussi tous les minéraux dont l'arbre a besoin pour bien vivre. Donc, c'est vraiment cet écosystème-là qu'il faut protéger le mieux possible, mais parce qu'il y a des professionnels aussi de la forêt qui la surveillent et qui la tiennent en vie. Alors, on ne l'a pas dit, même si c'est une forme d'évidence, qu'effectivement, le climat ne connaît pas les limites de la propriété forestière. Forêts publiques, forêts privées sont évidemment logées à la même enseigne et du coup, travaillent de conserve pour répondre aux défis climatiques. Alors, il y a un concept qui a émergé dans tout ça qui s'appelle la forêt mosaïque. Albert Maillet, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Peut-être avant de répondre à cette question de forêt mosaïque, un point pour terminer avec la question du carbone. On a beaucoup parlé jusqu'à présent du bilan carbone au niveau de la forêt elle-même, mais par rapport au débat qu'évoquait Olivier juste avant, il faut bien voir que quand on exploite une forêt, quand on tire du bois, quand on mobilise du bois dans cette forêt, la fonction de stockage du carbone, elle se déplace. On ne détruit pas le carbone, on le déplace vers un produit bois et le carbone continue à être stocké hors forêt dans ce produit bois. Et ce produit bois, plus il a une longue durée de vie, ce qui est le cas des bois d'œuvre notamment, plus il a une longue durée de vie, plus ce stockage se fait sur de très longues périodes. Donc le stockage du carbone par le bois, il se fait en forêt, mais il se fait aussi hors forêt quand on a affaire à des produits bois de longue durée de vie. D'où l'importance de continuer à avoir une forêt, ça va faire la transition avec la forêt mosaïque,
D'où l'importance de continuer à avoir une forêt dans laquelle les dépérissements, les morts d'arbres soient les plus modérés possibles. On est face à un phénomène qui est le phénomène de l'évolution climatique. On connaît parfaitement le sens dans lequel ça va se faire, en termes de température, en termes de sécheresse. On connaît parfaitement le type d'impact que ça va avoir sur les forêts. Par contre, il reste un certain nombre d'incertitudes qui ne sont pas négligeables d'ailleurs sur la vitesse à laquelle ça va se faire, la manière dont ça va se répartir dans le territoire et la capacité de résistance de chaque espèce, de chaque essence d'arbre à ce type de stress climatique. Donc face à cette incertitude logée à l'intérieur d'une trajectoire globale qui, elle, est certaine, il y a deux postures possibles. La première posture, c'est de dire, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, comme je ne sais pas, dans le doute, je m'abstiens de faire. Ça, on considère que ce n'est pas une bonne réponse pour deux raisons. La première, c'est que ce changement climatique, il est d'origine anthropique. Ce n'est pas un changement climatique naturel. Il est donc beaucoup, beaucoup plus rapide que les évolutions climatiques naturelles. Et donc, il prend de vitesse les mécanismes d'adaptation naturelle qui existent et qui sont forts en forêt, y compris vis-à-vis du climat, mais qui sont forts quand l'adaptation se fait par rapport à un phénomène naturel. Là, on est face à une agression humaine, d'origine humaine, indirecte, certes, mais une agression d'origine humaine qui va très très vite. Donc il faut aider le système naturel à s'adapter, à résister. Et comme on est dans ce contexte où on est certain du sens dans lequel ça va aller, mais incertain sur ce qui va vraiment bien marcher ou moins bien marcher, on multiplie, et Olivier l'a dit, les outils diagnostiques pour essayer de minimiser le risque d'erreur, mais surtout, on va diversifier les solutions. En d'autres termes, pour employer l'expression de la langue courante, on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On va, à travers nos outils diagnostiques, choisir une palette de solutions qui nous paraît être la plus raisonnable possible. Et on va tester cette palette de solutions en partant du principe que, en diversifiant comme ça les choses, il y aura forcément dans l'ensemble de la palette des choses qui fonctionneront. Donc ça suppose aussi une observation, une évaluation en temps réel. Donc cette diversification, elle se fait dans le choix des espèces, elle se fait dans le choix des modes de gestion, dans les types de peuplement, dans les sylvicultures. En bref, on diversifie tous azimuts. Oui. Non, je voulais juste rebondir sur cette question parce qu'en forêt, en France, 75% de la forêt est privée et il y a 3 millions de propriétaires. Et finalement, la mosaïque alors je ne veux pas opposer forêt publique et forêt privée, mais c'est vrai que cette forêt mosaïque, elle se traduit vraiment dans tout l'espace métropolitain avec des formes différentes. Mais c'est vrai que c'est une des formes de la diversification, oui, tout à fait. Merci. C'était notre dernière slide sur la mobilisation où on récapitule diverses actions. Quand on dit, donc ça c'est une première, équilibre entre protection de l'écosystème et production de bois et services, est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer ce qu'on met derrière du coup ? Ben justement, c'est tout le travail passionnant du forestier. C'est d'être attentif au fonctionnement de la machine et donc de la pompe à carbone, puisqu'on parle de carbone aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand on parle de services forestiers ou de services environnementaux, c'est vraiment tout ce qu'apporte la forêt à l'homme en tant que et de la société, c'est-à-dire c'est aussi de la biodiversité, c'est de la diversité d'espèces, c'est de la production d'eau propre, c'est des paysages, c'est tout ce qui fait aussi un cadre de vie qui est tout à fait sympathique, dans lequel on aime bien aller se promener, chercher les champignons et autres productions non bois, comme on dit. Mais voilà, et en même temps, aujourd'hui, le moteur économique de la forêt, c'est principalement le bois. Et donc, à un moment donné, ces arbres-là, il faut les récolter. Voilà. Donc, on les récolte le mieux possible en fonction de ce que nous produit finalement l'écosystème. Et comme le disait Albert, l'objectif vraiment des forestiers dans les aménagements et dans les plans de gestion, c'est de viser la qualité
de viser le bois d'œuvre, viser le stockage à long terme des bois. Et donc voilà, c'est tout le travail, je dirais, artistique du forestier. Et il y a une autre maxime qui est que le forestier imite la nature et hâte son œuvre. Et donc c'est vraiment d'arriver à faire en sorte de respecter la nature tout en produisant des produits que le marché. Et on est content d'avoir des maisons en bois, des meubles et de se chauffer aussi. Oui, peut-être pour réinsister sur ce qu'a dit Olivier, en fait, ces deux objectifs, ils sont pas contradictoires, ça c'est clair, mais ils sont même pas des objectifs entre lesquels il faut trouver des compromis. En fait, ce sont deux objectifs qu'il faut atteindre en même temps. Pourquoi ? La protection de l'écosystème, parce que, on l'a dit tout à l'heure, la forêt va être soumise demain à des stress qu'elle n'a pas connus par le passé, et à des stress violents, rapides. Si on veut que cet écosystème, même si, comme je disais tout à l'heure, on va l'aider, mais si on veut que cet écosystème ait la meilleure capacité de résistance possible, il faut que l'écosystème fonctionne bien. Il faut que l'écosystème soit en bonne santé. Donc, on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas transiger, on ne peut pas négocier le fait que l'écosystème doit rester en bonne santé, d'où la notion de protection de l'écosystème. Et la production de bois, elle est aussi nécessaire si on regarde la problématique carbone, en prenant un peu de recul par rapport à la seule forêt et en réfléchissant à la problématique carbone dans l'activité humaine en général. Parce que quand on parle de politique carbone, il y a la politique d'adaptation des forêts au changement climatique, mais il y a aussi la politique d'atténuation, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre d'améliorer la situation sur l'émission des gaz à effet de serre. Et de ce point de vue-là, on sait qu'à chaque fois qu'on met un matériau biosourcé, et notamment le bois, dans de l'économie à la place d'un matériau qui a une empreinte carbone plus médiocre, c'est tout bénéfice pour le bilan carbone général. Donc la production de bois est une autre forme à la fois de stockage à long terme, comme je le disais tout à l'heure, quand on est avec des matériaux qui ont une longue durée de vie, mais également une autre forme d'atténuation de la problématique carbone. C'est pour ça que on est sur deux jambes, il faut que les deux jambes fonctionnent. Et si on pouvait être peut-être un petit peu provocateur, on peut soyons-le. On peut se dire aussi que qu'est-ce qui est mieux, de stocker beaucoup de bois en forêt ou de stocker aussi ce bois dans des produits ? Certains disent que finalement, d'avoir du bois à stockage de longue durée de vie dans des maisons, etc., finalement, c'est aussi peut-être un stock de bois qui est là pour longtemps et qui est peut-être plus durable que celui en forêt qui peut être soumis justement à ces aléas. Donc, c'est d'arriver à trouver cet équilibre-là entre les deux modes de stockage de bois. Le deuxième item qu'on mentionne, c'est adapter les espèces d'arbres. Alors, derrière, concrètement. Je disais tout à l'heure, en matière forestière, on a une très grande chance, mais on est face à un problème aussi qui est très épineux et qu'on n'a jamais connu avant. La très grande chance qu'on a, c'est que contrairement, par exemple, au domaine agricole, en matière génétique, parce que l'adaptation dans le monde vivant, c'est la génétique, ça passe par la génétique. Donc, on a la chance en forêt d'avoir une base, ce qu'on appelle une base génétique, c'est-à-dire une diversité génétique à la base qui est extrêmement forte. Ça veut dire qu'il y a du potentiel important d'adaptation naturelle aux aléas. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est que les forêts ont des cycles longs. Cette adaptation génétique, elle se fait au moment des renouvellements des peuplements. Et donc, quand vous avez des cycles longs, il faut un certain nombre de générations, donc des durées longues, pour que ces mécanismes d'adaptation qui sont très forts intrinsèquement, mais puissent s'exprimer pleinement. Et là, le problème qu'on a, c'est que l'évolution climatique, elle est beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc c'est un problème de timing, en fait. C'est pas que les mécanismes n'existent pas, c'est qu'ils sont pris de vitesse. Et c'est pour ça que, tout en cherchant à exploiter au mieux les capacités naturelles de la forêt à résister, on va accompagner ça, comme je disais tout à l'heure, de démarches là aussi un peu accélératrices de l'adaptation, en allant chercher
ce qu'on appelle des provenances, c'est-à-dire des races, entre guillemets, d'arbres de la même espèce, mais qui ont poussé dans des zones plus méridionales, plus sèches, et qu'on va faire migrer artificiellement vers des zones plus nordiques. Et puis on va tester effectivement des essences, alors nouvelles, pas au sens où elles n'existent nulle part en France, même si on peut le faire aussi avec des essences exotiques, mais nouvelles au sens où elles existent dans des régions où effectivement elles sont soumises aujourd'hui à des climats qui pourraient être ceux de demain pour les régions plus septentrionales. Je prends des exemples très précis. Quand on va chercher du cèdre, quand on va chercher du chêne pubescent, quand on va chercher du pin maritime, ce sont des arbres qu'on a d'ores et déjà de manière très courante dans notre pays, mais qui sont plutôt cantonnés dans la moitié sud. L'idée, c'est de se dire, demain, si le climat de la moitié nord de la France commence à ressembler à celui de la moitié sud, et il lui ressemblera, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, à peu près sûr du sens dans lequel ça va évoluer, mais on pense qu'il va falloir aider ces espèces à migrer vers le nord. Elle aurait fait naturellement s'il y avait eu des siècles pour le faire. Comme elles n'ont pas des siècles pour le faire, on va les aider, accélérer en faisant ce qu'on appelle la migration assistée. Voilà. On s'en tient là, parce que beaucoup de questions. D'accord. Le petit mot. Non, mais juste, il y avait d'autres termes là qu'on avait cités, comme la diversification des sylvicultures, mais finalement la forêt mosaïque répond à cette question. La protection des sols, il faut bien le rappeler. Et puis justement, dans cet équilibre entre protection et production, c'est aussi d'arriver à avoir cet équilibre-là aussi au sein des revenus forestiers. Et donc cette diversification, elle se fait aussi au sein d'un patrimoine forestier entre les différentes parcelles pour que à tout moment, on puisse concilier protection et production. Sur les sols, peut-être, je réinsiste sur les sols parce que c'est un élément très important. Oui, et pas bien connu, en fait, que la réponse, tout le monde la voit bien dans les arbres, mais pas forcément dans les sols. Ouais. Voilà, alors les sols, c'est très important pour plusieurs raisons. C'est très important parce qu'au départ, on l'a dit tout à l'heure, c'est un stock de carbone qui est aussi important, même plus important que le stock aérien. Mais surtout, Olivier l'a dit, le sol, c'est pas un support inerte sur lequel on va venir mettre les forêts. C'est un support vivant et c'est dans ce support vivant-là que l'arbre va trouver, à travers son système racinaire, ses conditions de vie. Parce qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, de sécheresse. La sécheresse, on peut la mesurer de deux façons. On peut la mesurer d'une manière météorologique, climatique, en mesurant les quantités d'eau qui tombent. Mais pour un arbre, c'est pas ça qui est le plus important. Pour un arbre, ce qui est important, c'est ce qu'il va trouver comme eau dans le sol. Et ce qu'il va trouver comme eau dans le sol, ce qu'on appelle la réserve utile des sols, c'est ça qui va déterminer si l'arbre va souffrir un peu, beaucoup, très peu. Et cette réserve utile des sols, elle dépend du type de sol, bien sûr, mais elle dépend du fait que le sol ne soit pas dégradé. Si on a des sols qui sont dégradés, si on a des sols qui sont tassés, si on a des sols qui sont abîmés, effectivement, les capacités de rétention d'eau par ces sols-là, et donc les réserves utiles d'eau pour l'arbre, vont diminuer et l'arbre va souffrir davantage. Et c'est vrai que le sol, il est particulièrement aussi soumis à ces risques, dans la mesure où la mécanisation forestière aussi se développe, souvent avec des grosses machines. Et c'est là où nous, en tant que forestiers, il faut arriver à dompter cette machine, parce qu'elle est utile, on en a besoin, mais après, il faut trouver des systèmes de cloisonnement, de protection lorsqu'on laisse les rémanents, c'est-à-dire les résidus de coupe, les branches, etc., pour que les machines puissent rouler dessus et d'éviter justement de dégrader les sols et de ne pas intervenir aussi à certaines périodes de l'année. Donc ça, c'est aussi une contrainte qu'on peut imposer peut-être aux exploitants forestiers et aux entrepreneurs, mais c'est vraiment pour la vie sur le long terme qui est importante. Merci pour ces premières explications. Pas mal de questions. Je vais vous les soumettre. Il y a des réactions sur la carte des différentes stocks de carbone par rapport aux régions. Et il y a un internaute qui nous demande comment on explique ces écarts
Est-ce que c'est lié aux essences d'arbres? Est-ce que c'est lié au sol? Je dirais les deux, mon général. Alors, je peux commencer à répondre, et puis on répondra à deux. On voit là, vous voyez, la région PACA, enfin, Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, qui apparaît. Donc, ce sont souvent des sols très superficiels, hein, qui quelquefois ont été érodés. C'est des forêts qui sont soumises à des climats plus durs, avec des essences peut-être qui sont moins productives. Et puis vous avez et puis souvent des forêts jeunes aussi. Hein. Le taux de boisement sur ces régions, c'est des taux de boisement qui ont augmenté très rapidement ces dernières années, enfin ces décennies, par l'abandon de terres agricoles, donc une conquête un peu, je dirais, naturelle de la forêt, et qui sont encore des forêts jeunes. Donc peu de stock de carbone dans les sols, parce qu'il n'y a pas de capacité, c'est souvent des sols superficiels. Et puis on voit effectivement dans le nord-est de la France, là où il y a des histoires aussi forestières plus anciennes, hein, avec des modes de gestion qui font qu'on a des stocks de bois plus importants et puis des meilleurs sols. Hein. Après, je laisse Albert compléter parce que... Non, mais tu as dit l'essentiel. On disait tout à l'heure, il y a dans le réservoir forestier, il y a 2 compartiments. Il y a le peuplement forestier, les arbres et puis les sols. Bon, cette carte, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre... Si on regarde les peuplements forestiers, elle montre que les peuplements forestiers en France n'ont pas toute la même productivité, ne produisent pas tous les mêmes quantités de bois. Mais ça, on le sait, c'est pas une découverte. Donc là, c'est lié effectivement plutôt aux essences et au climat qui va avec les essences, hein, bien sûr. Et puis l'autre élément sous-jacent là, c'est ce que dit Olivier, ce sont les sols. Alors les sols qui vont intervenir de 2 façons, ils sont effectivement plus superficiels dans certaines régions que dans d'autres, mais ils interviennent aussi au sens historique du terme, parce que la constitution de stocks de carbone importants dans les sols, ça prend du temps. Et donc si vous êtes dans des régions où le couvert forestier est extrêmement ancien, au sens historique, évidemment, vous avez toute une histoire qui a permis une accumulation progressive, mais très importante, de carbone dans les sols. Si par contre, comme le disait Olivier, on est dans des régions où, suite à une déprise agricole, l'occupation du sol par la forêt date d'il y a 1 siècle ou 1 siècle et demi, au lieu de dater depuis des millénaires, je dirais, là, forcément, la constitution du stock de carbone, elle est beaucoup, beaucoup plus lente, surtout si avant la forêt, il y avait des utilisations agricoles du sol, parce que là, pour le coup, le stockage de carbone se fait nettement moins. Un internaute sans doute de Nouvelle-Aquitaine qui constate sur cette carte que effectivement cette région stocke moins de carbone que d'autres régions françaises, et du coup il s'interroge sur les Landes et la Gironde où il y a beaucoup de résineux. Feuillus résineux, comment se passent les stocks? Le stockage, plus exactement. Alors, peut-être qu'Olivier pourra compléter, parce que c'est essentiellement de la forêt privée dans cette région-là. Mais la première caractéristique des Landes, c'est justement leur sol. Oui. Parce que là, on parle bien de stock de carbone en général. Hein. Les sols landais, ils sont connus. Ce ne sont pas des sols forestiers au départ. Ils n'ont pas les caractéristiques forestières traditionnelles des sols forestiers. Donc déjà, on part avec un sol qui, structurellement, j'allais dire, ne peut pas stocker autant de carbone que les autres. Voilà. Après, donc, mais là, je passerai la parole à Olivier, il est plus compétent que moi sur le sujet. Il y a effectivement la sylviculture très spécifique qui est faite dans cette région, mais qui est aussi, quelque part, le résultat du sol qu'on a. On ne peut pas faire tout en matière forestière sur n'importe quel sol, à n'importe quel endroit. Alors effectivement, donc si on parle du massif des Landes, donc le fameux triangle de pins maritimes, effectivement c'est sur des sables, donc forcément la quantité de carbone est quand même moindre, dans la mesure où c'est un support qui minéralise plus rapidement le carbone. Il y a le mode de fonctionnement et le mode de gestion qui fait que c'est une gestion qui est dynamique, et donc du coup les sols sont assez régulièrement travaillés. Voilà, donc il y a une révision. Et puis il s'est passé quand même 2 phénomènes importants dans ce massif. C'est 2 tempêtes. 99 et 2009, qui ont complètement chamboulé les classes d'âge.
Et donc, en fait, sur ces zones-là, ces régions ont été émettrices de carbone à un moment donné. Maintenant, ce n'est plus le cas. Elles se remettent à absorber, à bien stocker, et devenir un puits. Mais voilà, il y a aussi ces phénomènes-là de gros déstockage de bois sur ces forêts. Voilà, et plus le mode de gestion. Donc c'est une des explications. C'est une explication, mais qui est très importante, parce qu'on parlait tout à l'heure d'incendie, je donnais tout à l'heure l'exemple du Canada. Il faut bien avoir en tête qu'un aléa de grande ampleur, brutal, sur une forêt, ça génère un déstockage de carbone extrêmement important. Extrêmement important. C'est pour ça que il faut tout faire. Je reviens au concept de forêt mosaïque. C'est notre premier objectif, c'est éviter que les forêts ne dépérissent, ne soient soumises à des aléas destructeurs. Parce qu'on sait que c'est sur ces aléas destructeurs qu'on va perdre en un seul coup des années d'efforts, des années de stockage, etc. C'est ça qu'il faut éviter en premier lieu. Alors, il y a un internaute ou une internaute, on n'a pas, tout ça est très anonyme. Les forêts laissées en libre évolution sont-elles plus résilientes face au changement climatique ? Alors, la première chose, et c'est le concept de forêt mosaïque, c'est que il faut absolument éviter d'être dans un système de raisonnement en disant il y a une solution et celle-là marche mieux que les autres. Non, il n'y a pas une solution. Notre posture, notre position, c'est de dire on va prendre une palette de solutions et dans cette palette, il peut y avoir toute une série d'options, et celle-ci en est une, mais parmi d'autres. Mais il n'y a pas de martingale, en l'occurrence. Là, l'idée, c'est qu'il faut tout tester. Les forêts en libre évolution, elles vont avoir comme intérêt ce concept-là et cette option-là, si on la retient, elles vont avoir comme intérêt de servir de référentiel par rapport aux autres systèmes pour voir justement qu'est-ce qui se passe si on fait rien. Qu'est-ce qui se passe si on fait rien en termes d'adaptation naturelle, en termes d'évolution naturelle, en termes éventuellement de destruction de ces forêts plus rapides, soit par des insectes, soit par des aléas, parce que les forêts en libre évolution sont des forêts qui ont, et c'est normal, des quantités de bois mort beaucoup plus importantes que dans les forêts exploitées, puisque dans les forêts exploitées, on récolte régulièrement la biomasse. Si on récolte jamais la biomasse, forcément, les quantités de bois mort vont être plus importantes. Or, le bois mort, c'est très intéressant sur le plan de la biodiversité, mais ce sont également des compartiments qui sont sensibles à l'incendie, puisque le bois mort est sec. Le bois mort brûle mieux que le bois vif. Donc, pour répondre à la question de manière résumer ma réponse, c'est oui, ça va faire partie de la palette, mais non, c'est pas la martingale. On va tester beaucoup d'autres solutions, depuis celle-là jusqu'à des solutions de plantation d'essences nouvelles. Sachant que vous l'avez dit tout à l'heure, la réponse, on ne l'a pas non plus. Non. Et donc aujourd'hui, c'est toutes ces expérimentations dont vous parlez et qui vont être observées, documentées, étudiées pour voir le rendu et les incidences. Et justement, c'était pour dire que le forestier, il doit avoir deux qualités, c'est l'humilité et la patience. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas la solution. Et je dirais que sur la libre évolution, ce qui est important, c'est que ça soit aussi un choix du propriétaire, c'est-à-dire que ça soit pas une non-gestion totale, mais que ça soit une gestion consciente. Et que ça soit aussi un mixte, et je rejoins totalement Albert là-dessus, sur le fait que il faut vraiment travailler sur ce concept de mosaïque. Et on sait que dans une forêt, c'est intéressant aussi d'avoir ce qu'on appelle des îlots de sénescence, qui sont aussi des lieux où on laisse tranquille des petites parties de la forêt, parce que c'est aussi un lieu d'observation, notamment de ce comportement si on ne fait rien. J'ajoute que par rapport à mais j'ai dit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais si on disait on laisse tout en libre évolution, ça voudrait dire que on ne mobilise plus de matériaux bois
pour aller décarboner l'économie. Or, moi, je répète, en tant que forestier, je m'intéresse à la forêt, bien sûr, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe en termes de bilan carbone dans le système socio-économique français. Parce que si pendant qu'on soigne la forêt, le reste du système continue à déraper, il n'y a pas de suspense. Le système va se dégrader. Donc il faut arriver à aller mettre dans l'économie française beaucoup plus de matériaux biosourcés. Et pour ça, il faut récolter les bois. Autre question, on a souligné le fait que ce puits il est menacé. Et un internaute nous demande s'il faut continuer à augmenter l'âge moyen des arbres avant exploitation pour préserver, augmenter le stock. Alors, non, bon, là, on est typiquement dans les questions dont je parlais tout à l'heure de comparaison risque-avantage. Quand vous allongez une durée d'exploitation, effectivement, vous allongez la durée de croissance, donc vous augmentez le stockage en forêt. Ça, c'est un fait. Mais quand vous allongez l'exploitation, vous allez vers des peuplements qui sont plus âgés. Il y a une autre règle dans la biologie en général, c'est que les individus âgés et les individus très jeunes sont les plus fragiles par rapport dans une population. Ce qui n'est pas fragile, c'est la population adulte. Mais les vieux et les jeunes, pour être un peu caricatural, sont des classes d'âge, je dirais, qui sont plus fragiles. Donc certes, on continue à stocker, mais on va vers des systèmes qui sont biologiquement plus fragiles par rapport à n'importe quel type d'agression. Et on a dit tout à l'heure que quand il y a une agression, quand il y a un aléa, là, on perd d'un seul coup tout le stock. Donc, il y a une analyse de risque à avoir qui consiste à dire à partir de quel moment le fait d'allonger le système me fait prendre des risques qui vaut peut-être mieux que j'évite. D'autre part, je disais tout à l'heure, même si on va aider la nature, la nature a des mécanismes d'adaptation naturelle très puissants. Et il faut s'appuyer dessus. Oui. Mais j'ai dit également tout à l'heure, ces mécanismes d'adaptation génétique, ils ne fonctionnent qu'au moment du renouvellement. Ils ne fonctionnent pas pendant la durée de vie de la forêt, ils fonctionnent au moment où on change de génération. C'est lors du changement de génération que cette adaptation peut se faire. Donc plus vous diminuez la fréquence de changement de génération, moins vous avez d'opportunités pour faire fonctionner ce levier d'adaptation génétique totalement naturelle. Donc, c'est un compromis à trouver qui est délicat, mais qu'on essaye de trouver pour qu'on soit, si possible, gagnant sur tous les plans. Et c'est vrai que dans les conseils qu'on peut donner aux propriétaires forestiers, notamment privés en ce qui nous concerne, c'est vraiment la question du diagnostic qui est importante. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas de réponse toute faite en disant laisser plus longtemps ou pas une forêt, un peuplement, parce que ça va dépendre aussi de son état sanitaire. Je veux dire, si on est face à des arbres qui vont très bien, qui poussent très bien, qui sont dans des bonnes conditions, et qui produisent du bois de qualité, je dirais, on peut les laisser et se concentrer plutôt en priorité sur des zones de la forêt, si on a un patrimoine un peu étendu, d'aller plutôt là où ça va plutôt mal, où on sent que c'est en train de décrocher, et d'investir plutôt du temps et de l'énergie, et voire financièrement aussi sur d'autres zones. Donc voilà, après, c'est de produire du bois de qualité, on l'a dit, c'était aussi une manière de mettre sur le marché des bois qui vont durer longtemps, et donc c'est un stockage à long terme. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut avoir en tête, de concilier ces deux aspects. En fait, il y a deux façons de rallonger la durée de vie du bois et le carbone qu'il stocke. La première, c'est de rallonger la durée de vie dans la forêt. Et la seconde, c'est de ne pas rallonger la durée de vie dans la forêt, mais de rallonger la durée de vie à l'extérieur de la forêt, dans le produit bois durable qui va rester le plus longtemps possible avec ce stockage-là. Et on sait que ces produits bois, ils peuvent stocker pendant de très très longues années hors forêt. Et c'est pour ça qu'on milite beaucoup pour que, effectivement, l'économie soit la plus décarbonée possible. Justement, par rapport à ce stockage qui se poursuit dans les produits bois, mais je ne sais pas si le chiffre existe, un internaute nous demande combien stocke-t-on dans les produits bois par an,
Donc là, on est dans la sous-partie de la forêt. Est-ce que ce chiffre existe et si on ne l'a pas tout de suite sous le coude, on peut aussi le rechercher et on le mettra sur les sites respectifs. Voilà. Non, bon, on l'a pas. On sait que chaque année, on récolte à peu près 30 millions de mètres cubes de bois d'œuvre dans la filière. Donc après, il y a le rendement matière, donc on doit être à la moitié à peu près, je dirais 15 millions de mètres cubes qui rentrent dans la filière construction, emballage, voilà, donc avec des produits qui auront des durées de vie assez variables. Oui, donc, en plus. Parce qu'effectivement, cette modélisation existe, mais bon, voilà. Elle est en cours. Là. Pour répondre à la question, il y a deux choses. Il y a la quantité de bois qui part dans le système, enfin, qui part vers l'économie, et puis il y a le cycle de vie des produits. Ouais. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a le cycle forestier, la longueur du cycle forestier, il y a la longueur du cycle de vie des produits. Et évidemment, l'intérêt, c'est que le cycle de vie du produit soit le plus long possible. Et c'est pour ça que on privilégie beaucoup, même si par ailleurs ça génère indirectement d'autres types de bois, mais on privilégie beaucoup le bois d'œuvre, parce qu'on sait que c'est dans le bois d'œuvre que la durée de vie du produit sera la plus longue possible. Une question peut-être plus sociétale. Je pense que la majeure partie de nos concitoyens estiment que la forêt n'a pas besoin d'être gérée, façonnée par l'homme. Quel est votre avis sur ce sujet à l'aune du changement climatique? Alors moi, je dirais qu'effectivement, la forêt n'a pas besoin de l'homme pour se développer. On le voit d'ailleurs, dès que l'homme arrête de cultiver certaines terres, la forêt arrive, les arbres s'installent et ça donne des formations forestières qui peuvent donner une forêt telle qu'on la conçoit. Après, c'est de quoi a-t-on besoin aussi, nous, société, par rapport à cet écosystème et à cette forêt? Donc on l'a vu, hein, on a aussi, il y a une économie derrière, on a besoin aussi de cette biodiversité, on a besoin de ces services de cette forêt. Et je dirais que le meilleur service qu'on peut rendre à la forêt, c'est aussi qu'on ait une cohabitation, je dirais, la plus équilibrée possible et heureuse, à savoir utiliser les arbres à notre profit, mais bien sûr en gardant cet écosystème, en gardant cette machine qui nous rend bien des services. Donc voilà, moi je pense que ma réponse, ce serait celle-là. Oui, j'ai la même réponse, mais je vais la reformuler un peu différemment. C'est pas la forêt qui a besoin du gestionnaire. C'est l'homme qui a besoin du gestionnaire pour que la forêt apporte à l'homme ce que l'homme attend de la forêt. Pour le dire par une boutade, nous ne sommes pas des écureuils. Les sociétés humaines ne sont pas des populations d'écureuils. Elles attendent de la forêt autre chose que ce qu'attend un animal de faune sauvage. Donc à partir du moment où les sociétés humaines attendent de la forêt bien plus, quand je dis autre chose, c'est bien plus, sont bien plus exigeantes en termes d'attente qu'un individu d'une espèce de faune sauvage, là forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de voir comment on peut apporter ce service sans détruire, sans remettre en cause. Et c'est ça le travail du gestionnaire. C'est de répondre à une demande, mais sans porter atteinte, effectivement, à l'écosystème qui va répondre à cette demande, qui va produire le service qu'attend la société. Voilà. C'est à ça que ça sert un gestionnaire. A été évoquée à plusieurs reprises la question du bois mort. Le bois mort, c'est ce qu'on laisse en forêt après les exploitations, qui est une forme d'humus naturel. Et un internaute nous demande si ce bois mort, il n'est pas source de risque incendie. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, structurellement, je dirais évidemment qu'un bois mort, par nature, j'allais dire, il est plus sensible au feu qu'un bois vivant. Ça, c'est une évidence. Après, le bois mort, on l'a dit tout à l'heure, il a des intérêts en termes de bon fonctionnement du sol, il a des intérêts en termes de biodiversité. Dit autrement, il a aussi des intérêts
pris globalement dans le bon fonctionnement de l'écosystème. Et je disais tout à l'heure sur une des diapositives, il faut à la fois produire le bois pour décarboner l'économie, mais si on veut produire du bois intelligemment, il faut que l'écosystème fonctionne bien. Et l'écosystème, il ne fonctionne pas bien s'il n'a pas un minimum de bois mort, suffisamment de bois mort, tout simplement parce que c'est au niveau de ce bois mort qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui se produisent. Donc, j'allais dire, la réponse, tout est dans la mesure. La réponse est tout est dans la mesure. Il en faut, absolument. C'est impératif. Après, c'est pas la peine, effectivement, sauf quand on fait le choix, mais le choix assumé, ce que disait tout à l'heure Olivier, de vouloir garder un espace en libre évolution pour voir comment ça se passe, quand on laisse vraiment les choses évoluer toutes seules. Mais sinon, il faut avoir du bois mort, mais ça deviendrait contre-productif par rapport à d'autres enjeux, par rapport au risque d'incendie, par exemple, ou par rapport à certaines attaques de parasites. Ça deviendrait contre-productif d'en conserver beaucoup trop. Voilà. Donc c'est une affaire de mesure, en réalité. Et après, je voudrais pas qu'on inverse le phénomène. Je veux dire, les incendies, ça sera pas le bois mort qui va le déclencher. Hein. Donc, on est bien sur notre territoire des incendies d'origine humaine. Et donc, et on l'a vu avec la loi incendie, avec les obligations légales de débroussaillement. Donc là, il y a vraiment un impératif de protéger les alentours de la forêt pour éviter que les incendies arrivent en forêt. Alors après, ça peut être effectivement un facteur, peut-être qui puisse être sur certains peuplements, source d'accélération de l'incendie. Mais voilà, faudrait pas inverser la force de la preuve. Sachant que quand on a une forêt exploitée, évidemment l'exploitation laisse du bois mort, mais les quantités de bois mort qui sont laissées dans une forêt exploitée sont très inférieures à celles qui sont laissées dans une forêt en totale libre évolution. Parce que dans une forêt exploitée, vous sortez quand même tout ce bois d'œuvre dont je parlais tout à l'heure qui va décarboner l'économie, ne reste que les rémanents, ce que vous n'avez pas utilisé. Alors que si vous êtes en libre évolution totale, effectivement, là, c'est toute la biomasse qui va passer un jour en bois mort. 1 heure, ça passe très vite. Il nous reste 2 minutes, donc ça sera la dernière question. Et évidemment, malheureusement, on n'a pas pu tout traiter. C'est vrai que nous, cette conférence, on l'avait pensée comme la fonction de pompe à carbone de la forêt, et un internaute nous dit: ne faut-il pas repenser les forêts sous l'angle de la biodiversité, un déterminant de leur résilience, au lieu du prisme carbone? Mais je dirais que les deux vont ensemble. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez avoir une performance carbone élevée, il faut avoir un écosystème qui fonctionne bien. Et vous ne pouvez pas avoir un écosystème qui fonctionne bien si sa biodiversité est dégradée. Donc, pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, ou l'un contre l'autre, ou l'un prioritaire par rapport à l'autre. Il faut absolument les deux en même temps. Et de la même façon, vous aurez beaucoup de difficultés à avoir certains mécanismes, pas tous, mais certains mécanismes intéressants en termes de biodiversité si vous n'avez pas une performance carbone on parlait tout à l'heure des sols. Si vous n'avez pas un sol qui est performant, entre guillemets, au sens de son stockage carbone, vous ne pourrez pas avoir une biodiversité au niveau des sols qui soit celle dont disposent les sols, qui justement sont riches en réserve carbone. Moi, je dirais que de ce qu'on a vu aujourd'hui, finalement, la forêt est un stock de carbone, mais c'est aussi dû à sa gestion par nos ancêtres, etc. Donc, je dirais aussi que ce sont, et nous aujourd'hui, et je veux dire, si on arrive à avoir une forêt comme ça, qui a autant, avec un réservoir de carbone aussi fort, c'est aussi parce que l'écosystème fonctionne bien et donc sur lequel on a aussi une biodiversité performante. Donc, je dirais que c'est le rôle du forestier, et c'est d'avoir toujours cet équilibre en tête. Merci. Il me reste à remercier nos 2 orateurs. Merci beaucoup. Merci aux internautes qui étaient avec nous ce jour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous sans doute l'année prochaine,
le 8 décembre, pour un nouveau webinaire sur une nouvelle thématique. Très bonne journée à toutes et tous. Merci. Merci, au revoir.